bon, Pépère? Allez, l'équipe sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Chasse Patate. Voilà, on a eu des retours très positifs sur les premiers. On revient plus tôt que prévu pour les courses de ce mois de janvier, les courses qui ont lancé cette saison 2016. Et première chose que vous avez pu noter, c'est que nous avons un nouveau jingle, tout simplement. On remercie donc beaucoup Alexandre qui nous a contacté via Twitter pour upgrader notre jingle et ça donne un rendu assez bon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime plutôt. Oh là là, vous me laissez tous. Il est sympa. Mais c'était à nous de répondre. Ouais, et voilà, c'est bon. Alors, qui est avec moi hein, ils sont un peu timides, visiblement. Donc, Médé, qui fait son retour. Salut à toutes les auditrices, comme d'hab. Voilà, qui, encore une fois, vise une seule et même clientèle pour ce podcast. Je sais pas si ça va marcher, hein, on verra bien si ça paye. Ninteo, que vous avez entendu, qui a été celui qui m'a un peu sauvé, là, il y a quelques secondes. Heureusement que je suis là. Salut à tous. Ah, merci à toi. Kenan aussi. Salut à tous. Et Johan. Bonjour à tous. Ah voilà, ben voilà, la fine équipe. Alors JB et Alexis sont pas là, donc on prend les remplaçants, mais à mon avis, vous serez plus pertinent que Alexis et JB, hein, c'est pas très compliqué, vous allez me dire. Mais bon, alors on est parti pour quoi? On est parti pour le Tour d'A Wonder, le Tour de San Luis et la Tropicale Amissa Bongo, qui sera sans doute la course sur laquelle on va le moins débattre, hein, on va pas se mentir, hein, c'est sans doute celle qui a le moins concentré les attentions dans ce mois de janvier. Donc voilà, les premières courses de la saison qui nous ont donné quelques réponses, pas trop non plus, parce que comme on le dit, c'est des courses préparatoires. Donc on va se lancer de suite avec le Tour d'A Wonder, qui était la course la plus huppée, puisqu'elle est estampillée World Tour. Je laisse donc Johan vous présenter cette magnifique course australienne. Oui, alors sur la première étape, on a eu une étape pour sprinter très très largement dominée par Caleb Ewan, qui a gagné avec 2 longueurs d'avance, un peu la Cavendish avec une deuxième accélération pendant le sprint. Ensuite, une étape vallonnée, un peu perturbée dans le final par une chute où Jem McCarthy a gagné sa première victoire en World Tour. Troisième étape, victoire de Simon Gerrans à Campbell-Dawn, première étape décisive pour le général avec 8 coureurs qui arrivent ensemble. Ensuite, une autre étape pour Sprinter Puncher, le peloton arrive à 50 et où Simon Gerrans gagne encore et prend de l'avance au général avec les bonifications. Et enfin l'étape traditionnelle à Villalonga Hill, avec la double ascension de la côte, et où Richie Porte a fait comme les 2 dernières années, et où il a défoncé tout le monde tranquille, alors qu'il est prétendu qu'il n'était pas en forme, tout ça. Et enfin dernière étape en Critérium, Adélaïde, avec victoire de Caleb Ewan encore, vraiment intouchable sur les sprints sur cette course. Et donc au général, pour un final, on a Simon Gerrans vainqueur, comme la 3e fois il me semble. C'est la 4e, je crois, ouais. 4e. Devant Richie Porte, Enao, Jem McCarthy et Michael Woods, qui était en quelque sorte la révélation de la course. Et donc voilà. Merci. Mais Woods, on peut déjà s'attaquer sur lui. On va commencer peut-être par lui, Woods, qui est un petit peu celui qui surprend quand on regarde le top 10 et le top 5 de cette course, qui est le coureur de la Cannondale, qui a eu la particularité de se mettre au cyclisme relativement tard et d'exploser seulement sur cette course-là. Il vient notamment du demi-fond où je pense qu'il a des records nationaux, il me semble, sur ce genre de course en athlétisme. Donc est-ce que Woods, vous pensez que ça peut devenir un acteur important dans la saison à venir et même devenir un leader dans son équipe Cannondale Qu'est-ce que vous en pensez, Kenan? Oui, je pense, parce que Cannondale a eu beaucoup de transferts cette année, donc c'était parfait de se mettre en avant aussitôt. Puis on va voir s'il confirme maintenant, mais il a dû se faire une bonne place dans l'équipe dès sa première course. Ok. Vous pensez pas que c'est juste au niveau de la préparation qu'il a de l'avance sur tout le monde et que c'est pour ça qu'il a brillé, Médé ou... Non, parce que quand on regarde ses résultats, on peut voir que la progression est relativement régulière. Après, il est possible que il a une grosse caisse, c'est évident, un peu comme un Jean-Christophe Perrault. Donc en continuant d'apprendre à rouler en peloton, parce que ça fait quand même peu de temps, il va pouvoir progresser, il va pouvoir avoir de bons résultats. Maintenant, il a déjà 29 ans. Niveau VO2 et tout ça, il doit pas être loin de son potentiel maximum. Donc, Mais c'est ce qu'il avait dit dans les interviews, c'est qu'au niveau des watts, il était à peu près depuis 2 ans au même niveau, mais que comme il savait pas courir, il prenait du vent, il bouffait du vent, il se plaçait mal et qu'il n'était pas capable
de briller dans les courses. Donc je pense quand même, et il a été recruté aussi parce que sur une côte au Taïwan, je crois une côte de 30 bandes, un truc comme ça, il a réussi à battre le record de Ryder Hijdan. Donc c'est un peu le même genre de coureur, un peu bûcheron, sans doute assez endurant. Donc c'est une carte intéressante à suivre, je pense. Et l'année dernière, il avait quand même déjà fait deuxième du Tour du Tas derrière Joe Dombrowski, donc il est pas non plus totalement sans référence. Ouais, et Ouais, puis- mais toutes ces courses américaines, je suis un peu sceptique parce que on voit bien finalement que des coureurs comme, je pense à Tom Yelt et Slacter, qui n'a brillé que sur ces courses-là l'an dernier, ou encore à la victoire de Bradley Wiggins sur le Tour de Californie en 2014, c'est des courses spécialement faites un peu pour des one-shots. Pour ceux qui font Je des sais pas saisons si vous pourries. Pardon? Pour ceux qui font des saisons pourries. Non, pas spécialement, mais des courses dont le niveau est peut-être inférieur et ou peut-être la manière de courir est différente avec des routes très larges où il n'y a pas forcément besoin d'être bien placé au moment des difficultés. Ouais. Bon, après, tu parlais de son âge. Je suis pas sûr que l'âge de Woods soit vraiment un truc à mettre dans l'équation, puisqu'on voit que Perrault est arrivé très tard et pourtant ça l'a pas empêché de faire des très bonnes saisons. Puis parce que, en fait, les mecs qui se mettent tard au vélo, c'est des mecs qui sont aussi moins usés que les mecs qui sont depuis tellement d'années. Ils ont moins. Ils vieillissent mieux, j'ai envie de dire, des mecs comme un mec comme Perrault qui arrive à performer très vieux. Bon, après, on a aussi d'autres cyclistes qui arrivent à performer très vieux, mais je suis pas sûr que le fait qu'il soit arrivé tard soit forcément un désavantage pour lui, voire même le contraire, il peut aller que mieux au fil des saisons. Oui, mais On peut lancer le débat, est-ce que Woods va gagner la Vuelta comme Chris Horner? Ouais, bon, j'irai pas jusque-là quand même, mais bon. Ah, il a battu Chris Horner l'an dernier d'ailleurs, sur le Tour de l'Utah. Ah, attention. Ouais, bon, Chris Horner, là, il est en pré-retraite, là, chez Smart Shop, je crois, ou un truc comme ça. en tout cas, il y a Il a la retraite maintenant, mais- l'évolution des coureurs, elle est différente pour chacun. On peut pas savoir à quel point ses capacités physiques vont évoluer. D'après Johan, on va vers une stagnation de ses performances, enfin, d'après ce que le coureur dit de lui-même, alors qu'un coureur comme Perrault, ses entraîneurs disaient de lui qu'il continue à progresser à son âge. Ouais, peut-être. Mithéo, quelque chose à dire peut-être sur Woods? T'as du mal à te faire ta place parce que Médée parle beaucoup? Non, ouais, bah, ce qui a été dit, c'est pas mal. C'est que bah, faudra voir ouais, s'il arrive à bien faire la transition entre les courses américaines et les courses européennes, parce qu'il y en a plein qui ont vraiment, enfin, qui se sont butés là-dessus et qui n'ont pas réussi à percer en Europe. Mais je pense qu'il peut faire des trucs bien. En tout cas, là, ce qu'il a montré, c'est qu'il était quoi, le deuxième, troisième plus fort de la course. Donc ouais, c'était plutôt impressionnant. En tout cas, moi, j'ai été impressionné. Ok. Et je vous ai entendu citer tout à l'heure Slacter. Du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur un coureur qui m'a fait un petit peu penser à ça. C'est Jay McCarthy qui, comme Slacter, vient pour la première fois de gagner en World Tour, en World Tour, sur le Tour Down Under. Slacter qui avait fait ça en 2013, qui avait même gagné le Tour de ce Down Under en 2013, il me semble, qui depuis est, disons, assez irrégulier. Mais est-ce que vous voyez Jay McCarthy, pourquoi pas, avoir un destin similaire ou être un peu plus régulier? Enfin, en tout cas, est-ce que vous voyez Jay McCarthy s'imposer comme étant un des mecs à surveiller dans le World Tour et pourquoi pas à briller sur les Ardennes, qui sont sans doute les courses qui lui conviennent le mieux à venir? Kenan? Alors, j'ai pas spécialement d'avis sur le coureur parce que je le connais très peu, mais de ce que j'en ai vu, bah, il est très jeune, contrairement à Michael Woods. Et bah, Tinkoff a misé sur lui depuis quelques années, donc Oui, parce qu'il est jeune, mais ça fait un moment qu'il est passé, qu'il est passé pro. Ça fait déjà plusieurs saisons, quoi. c'est sa 4e année chez Tinkoff déjà. Donc à 23 ans, enfin, être à 4 ans chez Tinkoff, c'est déjà beaucoup. Ça fait qu'on a tous l'impression de l'avoir déjà vu depuis un moment, mais maintenant, on n'a plus qu'à espérer qu'il va vraiment exploser cette année. Ouais, ça va être dur avec forcément il va pas forcément avoir beaucoup de responsabilités malgré son bon tour d'honneur, parce qu'il y a quand même pas mal de mecs autour de lui. Hein, Bah ouais, mais après il va peut-être profiter de la dernière saison de Contador qui A priori, ça il va va participer peut-être au laisser Giro. une place. Vas-y, Médée, oui. Il va participer au Giro, a priori. Ah, est-ce que c'est un grimpeur? C'est pas plus un puncher qu'un grimpeur? D'ailleurs, il a un profil qui rappelle un petit peu Guérande, parce qu'il a aussi une bonne pointe de vitesse et il passe bien les petites bosses. Je suis pas sûr que ce soit forcément quelqu'un à surveiller dans la haute montagne, quoi. Il a battu lycée au sprint, donc c'est quand même. Ouais, c'est surtout sa pointe de vitesse qui lui a permis d'être bien classé en fait. Parce qu'il a récupéré masse bonification. Et c'est pour ça Parce qu'il que est Villolonga, il a quand même un peu. Enfin, je crois qu'il fait 15ème, quelque chose comme ça, mais il est quand même plus juste dérouillé.
Ouais. Bah oui, du coup. Ouais. C'est pour ça aussi que je le comparais un peu à Slacter, qui a un petit peu le même profil, même s'il grimpe quand même un peu mieux, Slacter. Il a quand même quelques petites références en montagne. Effectivement. On peut passer donc du coup à Porté, qui a gagné tout simplement le général du Tour Down Under, et qui pourtant, au Non. départ de Non. la course... Il a fini 2. Non, oui, pardon, excusez-moi. Non, alors, j'ai dit n'importe quoi. Qui a gagné l'étape de Willinga, qui termine deuxième du général. Là, je me trompe pas, il me semble. C'est Ouais, bien ça, Là, t'as bon. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Mais qui pourtant, au début de la course, disait que du côté de la BMC, on misait essentiellement sur Juan Denis, vainqueur sortant. Est-ce que je me trompe là? Non. Je crois pas. Très bien. Non, mais il faut que vous contrôlez, hein, parce que là, je dis ça de mémoire, donc Ouais, non, c'est bon. voilà. Et pourtant, Denis qui a rapidement disparu de l'équation sur justement l'étape de Luinga, et Porté qui s'est mis en évidence. Donc, Est-ce que tu peux répéter son nom de famille, s'il te plaît, de quoi? à ce coureur? Porté. Porté. Ouais, parce que. Alors attention, Richie Porte ou Richie Porté? Richie Non, Porte. qui porte. Ah, ok, excusez-moi. Alors, je me suis fait contaminer par Thierry Adam qui dit Porté, il me semble. Ouais, non, mais il dit Porté, pas c'est ça, un non. col. Non. Oui, aussi ça, ouais. Bon, Mais Richie c'est- Porte, du coup, excusez-moi, c'est l'accent anglais en moi qui parfois invente des syllabes. Donc voilà, Richie Porte, est-ce que vous pensez qu'il bluffait? Je pense qu'on va être tous d'accord à peu près sur la question, hein. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais d'ailleurs, Denis, il s'est montré sur 200 mètres sur Willunga, il a attaqué, et ensuite, directement, C'est tout. il a mis la caravane, quoi. Il a explosé complètement. Il arrive avec Anthony Roux. Ouais. Je pense que là, c'était clairement du pipeau qu'ils nous ont balancé quand ils nous ont dit que Denis était leader, parce que là, on voit bien sur les résultats qu'il n'était pas du tout en canne, Denis. C'est plus parce qu'il était vainqueur sortant qu'il avait ce statut-là dans l'équipe Enfin, BMC. il y a quand même l'étape de Campbell-Dawn où ça arrive à 8, il est dedans, hein. C'est pas non plus... Oui, enfin, il n'était pas complètement hors course quand même, mais c'est clair. Je pense qu'il devait le savoir dans l'équipe que Denis n'était pas au même niveau que l'an passé, quoi. Bah, il a dit qu'il y avait 2-3 Ouais. kilos de plus que l'an dernier en fait. Parce que vu que l'an dernier il avait son record de l'heure juste derrière, là il est retourné à un niveau plus normal en quelque sorte. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Du coup, en fait, il prend du poids. Oh, cette saison, il n'y a pas de record de l'heure, hein. C'est bon, je peux vous faire nuiter là. Non, Ah, mais c'est c'est peut-être janvier. aussi Quoi. qu'il avait pas besoin d'être en forme en janvier cette année. Alors que l'an dernier, il devait l'être pour le record du monde. Ok. Quelque chose à rajouter sur la course ou sur le cas de Porté ou Porte, excusez-moi. Putain, décidément, en fait, c'est ancré dans ma tête. Parce que Bah, là, avec Michael Woods, il y avait aussi Patrick Bévin, qui est néo-zélandais, champion de Nouvelle-Zélande contre la montre. Et Woods, Alors. Woods, je suis pas sûr. on se fout de ma gueule sur la prononciation de Porte, mais Bévin, c'est pas Bévin plutôt? Oui, Oui, c'est ce que. moi j'aurais dit Bévin aussi. Ouais, voilà. Alors donc, voilà, on tombe pas sur les stagiaires, mais un partout, Johan. Ok, ouais, mais d'ailleurs, et JB n'est pas là, et pourtant, il aime bien le petit Bévin, donc il aurait pu en parler. Mais néo-zélandais, vainqueur de son championnat national contre la montre, c'est ça? Bah, contre la montre, je suis sûr. Et puis, ouais, ça doit être ça. Donc ouais, qui a fait 10ème. Alors, il est pas non plus. C'est un début de saison. Peut-être que c'est aussi justement du fait qu'il y avait ces championnats nationaux qu'il est plus en forme que les autres. Vous en pensez quoi? Médée? Ouais, il était programmé pour cette course. Enfin, c'était son objectif du début de saison, à côté de chez lui. Il n'y a rien de très surprenant. Quand on voit la domination des Australiens sur ce tour, avec 6 victoires d'étape, le général, les 2 premières places au général, enfin, on se dit qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont venus là en touristes, et que du coup les Néo-Zélandais, les Australiens, ils sont bien amusés. Et c'est pas très significatif cette place, surtout quand il est 10e. Ok. Bon, eh bien, on va peut-être passer au Tour de San Luis, mais en fait, j'ai un débat transversal qui concerne les sprinters. Du coup, on va évoquer Ewan en même temps qu'on évoquera Gaviria et Maresco. Du coup, je laisse parler Médée pour le Tour de San Luis et on enchaîne directement sur ce petit débat-là. Médée, je te laisse la parole. Très bien, donc le Tour du San Luis, il a été remporté par le petit frère de Nero Quintana, Dayer. C'est sa première grande victoire, enfin, sur un classement général. Il l'a remporté devant Eduardo Sepulveda, l'Argentin de la formation Fortuneo Vital Concept, et devant son frère Nero Quintana, signalé notamment la 4e place de Miguel André Lopez, de la formation Astana. Au niveau des étapes, on a d'abord eu un contre-la-montre par équipe, remporté par la formation Ethics, devant la Movistar, ce qui a permis déjà aux frères Quintana de creuser l'écart sur tous leurs adversaires potentiels. Ensuite, un premier sprint plutôt massif sur une étape quand même relativement accidentée,
remportée par Fernando Gaviria devant Peter Sagan. Une échappée sur la 3e étape, remportée par Peter Koning de la formation Drapac. C'est un Néerlandais. Une nouvelle fois, Gaviria qui règle le sprint du peloton. L'étape 4 a vu la démonstration d'Eduardo Sepulveda, qui a été très impressionnant, qui a mis plus d'1 minute à tous ses adversaires directs. Mais il avait déjà du retard et donc il a pris la tête du général seulement pour une poignée de secondes. L'étape 5, une échappée avec un Argentin qui s'appelle Tivani, qui a 20 ans, qui a gagné. Peut-être qu'on entendra parler de lui dans le futur. Enfin, l'étape 6 a vu la prise de contrôle de Dayer Quintana, bien aidé en cela par Nero, son frère. Cette étape a été remportée par Miguel Angel Lopez. Et enfin, l'étape 7 a vu un doublé de la formation italienne, puisqu'il y avait une formation nationale sur ce tour. Enfin, il y avait plusieurs formations nationales. Et donc, c'est Jakub Mareczko qui a gagné devant son coéquipier Elia Viviani. Un petit clash à l'issue de cette étape, puisque Mareczko devait emmener le sprint de Viviani et il ne l'a pas laissé passer. Ouais, effectivement, et d'ailleurs Viviani a tout simplement il a switché la cérémonie des podiums derrière parce qu'il était fou de rage visiblement, il avait peur de pas se maîtriser, hein, je le cite. Il s'en est excusé derrière, en fait il s'est excusé auprès de tout le monde, sauf de Mareczko. Oui, je pense qu'il est toujours remonté contre Mareczko parce que pour lui il devait l'accompagner. Et ben ça tombe bien que tu parles de Mareczko, que ça se conclut sur ça, parce que ça va être justement le sujet central de la première question que je vais vous poser, c'est la nouvelle génération du sprint là qui arrive, puisqu'on a vu Ewan briller sur le Tour Down Under, même si lui il avait brillé également l'année dernière. Gaviria brillait sur le Tour de St. Louis encore une fois, malheureusement avec une fin pas très heureuse puisqu'il s'est cassé le bras il me semble. Du coup absent pour quelques semaines à venir. Lui aussi avait brillé l'année dernière. Et donc Mareczko qui a gagné la dernière étape, jeune italien de 21 ans, qui est chez l'équipe South East. Quand il n'est pas dans l'équipe nationale. J'ai essayé de prendre un accent bizarre, du coup je me suis vite ravisé, vous avez vu. Non, c'est pas ça, c'est surtout par rapport à la réputation d'équipe. Quoi. La réputation sulfureuse un petit peu. Ben, oui. Lance-toi, Johan, qu'est-ce que tu as à dire sur la génération du sprint et sur tes doutes sur peut-être... Non, je me suis déjà fait clasher par Twitter par le master de Nibali, j'ai pas envie de relancer là-dessus. Hein. Très bien. Bon, alors, sans entrer dans la polémique... Ewan, Gaviria, Mareczko, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ces trois coureurs sur ce mois de janvier? Moi si tu veux, je te donne pas la parole, hein, je passe à quelqu'un d'autre. Caleb Ewan, il est impressionnant dans la manière qu'il a de sprinter, très très bas sur son... Gaviria comme Mareczko, apparemment, ils sont très très bas sur leur guidon, comme peut le faire un Cavendish. C'est-à-dire que le plus aérodynamique possible et vraiment en fait tu vois pas tellement où tu vas. Gaviria c'est quand même plus un sprinter, c'est plus un sprinter en puissance malgré le fait qu'il c'est un spécialiste de l'omnium. C'est un peu le même profil que Viviani en fait. Mais oui, c'est des sprinters qui sont vraiment intéressants et qui vraiment donnent déjà tout de suite des garanties pour accumuler les victoires. Ouais. Et est-ce qu'il y a vraiment des garanties qui sont données quand on voit quand même la concurrence qu'il y avait face à eux? Parce qu'effectivement, il y avait Peter Sagan sur le Tour de St. Louis, donc là, on est d'accord, un des top sprinters mondiaux, même si c'est pas un pur sprinter comme peuvent l'être Cavendish, Greipel, Kittel, etc. Mais vu la concurrence qu'il y avait, est-ce que vous pensez vraiment que ces victoires d'étape qu'ils ont gagnées sur ce mois de janvier illustrent vraiment le fait qu'ils vont briller tout au long de la saison, ou est-ce que c'est juste parce que il n'y avait pas forcément grand monde face à eux qu'ils ont réussi à les collectionner? C'est la Ninteo. Je dirais quand même que ils ont quand même gagné, donc ça montre déjà quand même qu'ils étaient les meilleurs sur le tour, enfin en tout cas en termes de sur la pointe de vitesse. Mais après, pour l'instant, je pense que Gaviria et Mareczko n'ont pas encore le niveau pour se confronter à genre des Cavendish, des Greipel. Pour moi, Gaviria, il peut déjà battre les meilleurs parce qu'il l'a fait l'an dernier. Il a battu Cavendish 2 fois. Là, cette année, il bat quand même Sagan et si je te suis, Ewan, c'est pareil, hein, parce que Ewan, il l'a fait aussi l'an dernier. Oui, Ewan l'avait quand même beaucoup moins fait l'an dernier. Il a gagné sur la Vuelta. Effectivement. C'est la Vuelta. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Mais justement, peut-être Ewan, qu'il a fait donc à une période où les adversaires sont censés être en forme, ça montre aussi qu'il est déjà prêt. Puis il a Mareczko Greipel aussi sur le tour du Royaume-Uni. Ouais, il avait battu Greipel et Boasson-Hagen aussi. Donc à des périodes où on peut pas parler de forme, d'une meilleure forme pour les coureurs du Sud, donc pour Gaviria ou Ewan, puisque justement c'était plutôt au profit des coureurs européens, et c'est Ewan et Gaviria qui avaient gagné. Donc je pense que là, dès cette année, ils sont capables de vraiment faire une belle saison.
Et dans quelques années, ils vont tout écraser. Ouais, surtout que Gaviria, avec le départ de Cavendish de chez Etix, bah, certes, il y a Kittel qui est arrivé, mais bon, Kittel, il offre Peut-être qu'il pas. marche pas Tour de France. Voilà, vu sa saison de l'année dernière, il offre pas encore des garanties qui font que. Voilà, Gaviria, il a le champ libre en tant que leader dans le sprint. Ce qui est. Bon, Ewan également, hein, mais Maresco, déjà, ce Maresco, on en parle là, mais on risque pas forcément de le voir sur les grandes courses de la saison, puisque son équipe est quand même une équipe continentale. Ils sont Conti Pro ou ils sont que Continental, me soucis? Je crois qu'ils Ah non, sont que. Conti Pro. Ils sont Conti Pro, Ah, Conti mais Pro, ils pardon. ont une réputation qui risque de leur fermer Mais les non, portes. Bah, que dalle, RCS, ils les invitent sur toutes leurs courses, là. Ils Ouais, en ont RCS. absolument rien à foutre. Hein. Oui, ben Maresco, en tout cas, on le Non, mais verra pas. ils étaient obligés d'être invités. Ils avaient gagné la Ouais, Coupe ouais, d'Italie. ouais, ça fait 4 ans qu'ils sont invités quand même. Mais, Peut-être qu'à un mais moment, ça va faire trop. Hein. Maresco, on le verra que sur les courses italiennes face aux meilleurs, hein, normalement, hein, si on le voit. Parce Ouais, que mais il sera sur le Giro normalement. Ouais, voilà. Enfin, Après, rarement, s'il y a une 4 également étapes sur le sur Giro. Bah ouais, à noter que dans son équipe, il y a qui d'autre comme leader qui peuvent, fait comme sprinter qui pourrait lui piquer le leadership sur les arrivées massives, Maresco. Southeast. Ouais, j'ai ça aussi. Là, c'est la question qui sort du chapeau, que j'ai pas du tout vérifié, donc je pourrais pas du tout vous Il y a répondre. Pipo Ah non, mais Pozzato c'est qui est sympa de arrivé. poser la question. Il y a Belletti qui s'est sprinté, mais bon. Oui, mais Belletti qui a des références plutôt bonnes sur le Tour d'Italie. Bon, ça en est extraordinaire non plus. Il est quand même plusieurs fois il a terminé dans les top 10, etc. Ouais. Ouais, Est-ce qu'on va encore avoir l'affaire Viviani-Maresco qui va être maintenant l'affaire Belletti-Maresco sur le Tour d'Italie? Où Belletti veut Non. péter la gueule de Maresco parce qu'il a pas laissé passer. Non, Belletti, Bah, ce sera un Belletti, faut déjà équipier. qu'il puisse gagner. Hein. Oui, non, mais non, c'est pour ça que j'ai pas dit parce qu'il a pas laissé gagner, je dis parce qu'il a pas laissé passer. Je suis pas allé jusqu'au. Non, mais Il jusqu'au va pas point le laisser passer pour la 5ème place, après ils vont se. Voilà, ça va être... pour la formation Southeast, Maresco, c'est quand même le futur espoir, le coureur sur lequel ils vont sans doute bâtir, au moins jusqu'en 2017, parce que à part ça, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc je pense qu'ils vont quand même le privilégier, un peu comme un Brian Cocard pour Direct Energy. Ouais, bon, après, il en est pas quand même au Ouais, niveau mais de, il a de répondu Cocard. présent. Enfin, il a quand même gagné 7 étapes sur le tour de Tailou Lake en 2015. Enfin, Fallait que tu nous ressortes celui-là, ce fameux tour du Tailloux Lake. Ouais. Qui est-ce qui avait affronté sur ce tour de Tailloux Lake? Parce que je vois la course que c'est là, c'est au mois de Andrea Pali. août-septembre, quelque Andrea chose comme Palini. ça. Donc voilà, donc Palini, c'est pas forcément le meilleur sprinter du peloton. oui, mais C'est enfin, il pas- faut quand même Ouais, aller les Palini. chercher les 7 victoires. Voilà, il a battu 7 fois. Donc, Certes. Bon, au moins il est régulier, hein, il a déjà ça. quand tu Sept bats 7 étapes, fois un neuf- sprinter, il n'y a étapes. plus de hasard. Ouais, exactement. Bon, bah du coup, à suivre, hein, Maresco. Bon, Ewan et Gaviria, c'est des éclosions annoncées, donc au moins, eux, ils ont juste confirmé les espoirs qu'on plaçait en eux, quoi. Alors, ben, on va pouvoir passer maintenant au général de ce Tour de San Luis. On va s'intéresser à celui qui vivait un petit peu dans l'ombre de son frère jusqu'à présent, c'est Deyer Quintana, qui était arrivé chez Movistar il y a quand même 3 saisons, il me semble. Donc ça fait un moment qu'on dit qu'il va éclater au bout d'un moment, surtout que son frère a pas du tout mis la pression quand il est arrivé en disant qu'il était meilleur que lui. Hein. C'est le meilleur moyen de... Il a voulu faire comme Andy Schleck avec Frank Schleck. Exactement. Mais, Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché jusqu'à présent, parce que là... Non, mais c'est foutu là, faut pas abuser. Ah, d'accord. Alors, vas-y, Johan, je sens que t'as... Est-ce que c'est la saison de la révélation pour DR que t'as? Je sens que t'as du venin à revendre. Bah, c'est pas saison de la révélation parce qu'il a déjà gagné l'étape de montagne du Tour d'Autriche, il me semble, l'année dernière. Ouais, mais c'était en échappée, il me semble. Je crois qu'il avait résisté en échappée, il me semble. Alors, ça remonte, hein. Là, tu fais appel à ma mémoire à long terme, mais... Je crois bien qu'il avait gagné à la régulière. Hein. T'es sûr? Il gagne une minute devant tout le monde. On peut supposer que c'est en échappé. Mais après Mais sur tu le Tour sais, en d'Autriche- général, quand on gagne, c'est devant tout le monde. Oui, Oui, et c'est pas faux ça. Mais le Tour d'Autriche, ça n'a jamais été une course qui a tiré des start lists assez impressionnantes. Hein. Je me rappelle, je pense que c'était Peter Kenhoff et tout qui devait être sa concurrence. C'était Kienhoff, Caruso, ouais. Voilà, donc c'était pas non plus des foudres d'hier. Bon, c'était quand même une belle victoire. Mais là, c'est une victoire où c'est une année où il est plus fort Ah, que il son est frère. Bordeaux, Là. c'est Beda. Oh mon dieu. Non, il est Oui, pas mais plus il- fort que son frère, faut pas dire ça. Ah ben. Non. C'est son frère qui l'a fait gagner. Ah, Oui, voilà, déjà c'est son frère qui l'a porté sur la dernière étape de montagne pour qu'il gagne le général. Et là, Quintana, à ce moment de l'année, il est pas du tout bien, quoi. Il est encore très tranquille. Je pense que Quintana, il est quand même encore au-dessus de son frère. Mais là, Non, mais- Bah, largement. oui. la question n'est pas là. C'est clair, j'allais quand même pas dire que Deyer avait dépassé son frère. Je demandais c'est juste s'il y avait une possibilité que il arrive à
a confirmé les espoirs qu'on a placés en lui quand il est arrivé dans l'équipe Movistar et quand son frère l'a annoncé comme un futur crack, quoi. C'est tout. Et puis Quintana, tu dis qu'il est jamais en forme en janvier, il a déjà gagné le Tour de San Luis. C'est quand même ça fait partie de ces coureurs qui sont souvent en forme tôt dans la saison. Quand il a gagné, même quand il a gagné, il n'était pas en forme à proprement parler. Il était juste. Peut-être qu'il avait un. Comment ça s'appelle, il était en forme un peu plus tôt que les autres, mais c'est pas genre pic de forme, Tour de France, tout ça. Non, mais C'est oui, encore- bien sûr. c'est encore très tranquille, quoi. Effectivement. Après, faut aussi voir que Quintana, s'il le voulait cette année, il le gagnait, hein, San Luis. Il avait qu'à lâcher son frère, il était largement plus fort que son frère. Il finit à 15 secondes de Sepulveda, il les reprend les 15 secondes dans les dernières montées. Et ils nous ont fait un peu une schleck, quoi. C'est-à-dire qu'il Oh, y en a- bah il y c'est a- exactement ça. il y en a un des deux qui attend l'autre, quoi. Il faudrait pas qu'ils nous refassent ça sur des courses un peu plus. Faudrait qu'ils soient plus intelligents que les schlecks et qu'ils nous refassent pas ça sur les trucs comme le Tour de Bah, déjà, France. contrairement au Schleck, il gagne. Déjà. Oui, déjà. Enfin, oui, il gagne sans Louis. Quintana sur Tour de France. Non, je veux dire, il gagne quand ils font cette technique-là. Voilà. Ouais. Ouais, ils l'ont fait pour une fois pour l'instant. Ah. donc ça va. Ils ont gagné devant Sepulveda, et ce qu'ils y arriveront contre Froome, là, c'est plus la même chose. Facile. Effectivement. Et ils ont gagné devant surtout Sepulveda et Miguel Ángel López de chez Astana, donc le petit Colombien qui s'était révélé l'an dernier sur le Tour de Suisse et dont on se demandait quel serait son statut dans l'année à venir chez Astana. Il y avait Nibali qui était au départ du Tour de San Luis, mais qui était visiblement hors de forme parce qu'il était complètement quasiment Non, invisible. ça va sur la dernière étape. Oui, sur la dernière étape, oui, mais après, il est pas là au général. Disons qu'il jouait le groupe Eto quand même sur l'étape, la première étape de montagne, il n'était pas du tout présent. On est d'accord là au moins. Bah, c'est janvier, tu t'en fous. Hein. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Donc là, en fait, Nibali était présent, mais il n'était pas là en tant que leader. Donc Oui, oui. preuve que chez Astana, quand même, on a mis les responsabilités sur les épaules de Lopez. Est-ce que vous pensez que Lopez, malgré son jeune âge, va avoir des responsabilités au sein de l'équipe Astana cette année? Kenan? Je crois qu'on en avait déjà parlé pendant la présentation d'Astana, dans une autre émission. Oui, Et mais on à avait cette dit époque-là, que- il n'avait pas gagné, Ouais, il ouais. n'avait pas encore endossé ce statut-là, alors que là, il l'a fait. Étant donné qu'il n'y a aucun coureur d'Astana prévu pour l'instant pour la Vuelta, enfin, ni Haru ni Nibali, on peut se dire que ce sera peut-être l'occasion pour Lopez d'être leader sur un grand tour et donc de montrer son vrai niveau. Après, je pense qu'il est beaucoup trop jeune pour vraiment faire une grosse course. Oui, bon, la Volta, c'est quand même une grosse course. Hein. Justement, Enfin, pour la Volta, il reste. il est trop jeune il reste le cinq. pour faire quelque chose. Ok. Et sur des courses, sinon ça peut être aussi un coureur qui couvre un petit peu et qui met en leader sur des courses, pas World Tour, mais Conti, qui vont venir dans Ça au va, sein même de- World au sein Tour, de quand la- on voit la montée qu'il fait autour de Suisse, à mon avis, il a aucun problème. Son Il programme doit est très avoir aucun orienté. problème pour marcher des World Tour. Son programme est très orienté World Tour. Il va faire le Ouais. Tour de Ouais. Catalogne, Tour de Pays Basque, Tour de Romandie, Tour de Suisse et la Volta. Ça Ok. ressemble un peu au programme qu'il donnait à Haru justement au même âge. Ah, et Donc, quand on va commencer à tourner, c'est en effet un bon signe pour lui. Ah, écoute, s'il arrive à atteindre le niveau d'Haru, oui, je pense que ça ira très bien chez Astana. Et Haru, qui a été porté leader très vite dans son équipe. Hein. Et ils n'ont pas attendu beaucoup de temps pour le promouvoir. quoi. Ça dépend, parce que son podium au Giro, c'était Scarponi qui était leader, je crois. Oui, après, oui, il a aussi, c'est vrai, il a aussi eu droit Il a eu à quelques ses- circonstances avec la chute de Scarponi. Ouais, il a eu cette chance aussi. Qui a permis de le faire exploser. Effectivement. Et au niveau du général, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, moi, c'est que cette année, on n'a pas de Sud-Américains du cru, disons, qui viennent vraiment d'une équipe sud-américaine qui ont brillé. Alors, vous m'aviez dit, effectivement, hors antenne, que c'est parce qu'il n'y avait pas Funvik cette année, qui n'était pas présent. Mais je remarque que le seul que j'ai vu, c'est Villalobos, hein, un costaricain, qui est 10e ou 9e, un truc comme ça. Donc, on se rappelle des années précédentes où on avait tout simplement Diaz l'année dernière, ou des Dinitz, le brésilien, où il y avait aussi alors là, faut que je retrouve le nom du mec, Arriaga, comment il s'appelait déjà, l'argentin là, le vieil argentin là, qui avait gagné, je crois, une édition du Tour de San Luis il y a quelques années. Enfin bref, cette année, on n'a pas eu vraiment Arriagada. Arriagada, Ouais, voilà. un Chilien. J'étais pas très loin. Ouais, chilien, pardon. Qui avait donc gagné il y a quelques années. Cette année, on n'a pas vraiment de coureurs sud-américains qui ont brillé. Est-ce que vous avez une explication sur ça? Si ce n'est la non-présence de Funvik, Médée? Eh bien, la non-présence de Fenwick et de l'équipe Columbia. Voilà. C'est une très bonne réponse. Ah bah dis donc, ça a tourné court cette. Non, mais
En même temps, c'est tout à fait logique. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas été invités Funvic. Peut-être Moi, pour je une me image. très bien trouve. pourquoi ils ont pas été invités, hein, mais. Ouais. Et Non, Funvic, mais, ils à étaient sur côté, la ils sont tropicale invités- par contre. Oui, voilà, justement, ils ont fait la tropicale à côté. Enfin, ils sont passés en Conti Pro. C'est quand même bizarre parce que, enfin, c'était une équipe un peu emblématique. Je sais pas. Ouais. Et tu parles donc de le côté sulfureux de Funvic. Alors, Villalobos positif à l'Ostarine en 2013. Voilà. Et vainqueur du Tour de Guatemala en 2015, hein, pour son palmarès notamment. Mais lui aussi, il a un passif un petit peu... Tous les coureurs sud-américains, ils ont un passif en général. obscur, voilà. Alors, Ostarine, j'ai fait des recherches, c'est un stéroïde anabolisant, hein, pour ceux qui se demanderaient. Voilà, ils sont sans doute un ou deux. Hein, j'ai répondu à la question pour vous, les gars. Donc voilà. Donc vous n'avez pas d'autres explications cette année. Il y aurait pu avoir aussi un des mecs des équipes nationales, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes nationales qui étaient présentes, notamment sud-américaines, qui auraient pu se révéler. Mais notamment, il y a Rodolfo Torres. Après, les Sud-Américains, ils sont là. Hein. il y a Tivani, ouais. Tivani qui a gagné son étape. Il s'appelle comme ça, Tivani. Hein. J'ai pas écorché son nom. Oui, hein. il s'appelle comme ça. Enfin, c'est par une échappée. Le peloton voilà. s'en fiche. Il y avait Niaga, je crois, dedans. Dans l'échappée. Oui, il y avait Dias, ouais. Oui, il a fait deuxième. Exactement, ouais. Bah, Et, il a enfin- essayé de respecter son statut de vainqueur sortant, mais il a eu un peu de Daniel mal. Diaz, ça sent le gros fail quand même cette année. Hein. Ah, annoncé comme Ouais. double, hein. Attention. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, bah, cette question a tourné court très vite. Bon, bah, je pense que je vais m'orienter vers une dernière question sur le Tour de San Luis qui va plus vous intéresser, parce que je pense qu'on va être tous d'accord là et qu'on va bien pouvoir se foutre de la gueule des organisateurs. C'est ce qui est la couverture médiatique. Alors, il faut noter que le Tour de San Luis a été diffusé sur YouTube, donc gratuitement, ça c'est très bien. Mais comme d'habitude, c'est juste pas possible, quoi. C'est un hélicoptère qui est à 3000 mètres d'altitude avec une caméra avec un zoom dégueulasse, et on voit 3 pixels qui se battent sur la route, et puis c'est tout, quoi. Enfin, vu la start list, qui d'année en année est toujours aussi bonne et attire de plus en plus quelques grosses stars du peloton, enfin, je veux bien que ce soit l'Argentine, que ce soit pas forcément le pays le plus riche du monde, mais il pourrait faire un effort, non, vous croyez pas? Kenan? Si. Ouais. Ah, c'était n'importe quoi. À la dernière étape, on a eu des fougères pendant un quart d'heure. Ouais. On a vu Dernière, un peu de paysage. dernière étape, il y avait une moto quand même. Ils ont réussi à mettre Ouais. une caméra sur une moto à la Bah, ils dernière ont mis le étape. temps quand même, hein, parce qu'il restait 3 bornes quand elle est arrivée. Donc, Voilà. Et Ouais. d'ailleurs, il faut féliciter les speakers, hein, qui réussissaient à essayer de garder les téléspectateurs. Hein. Et justement, il faut intéressé. surtout féliciter les téléspectateurs qui sont restés devant des fougères pendant un quart d'heure pour voir 3 km de une Oui, en course. fait, Les seules périodes où on comprenait ce qui se passait, c'est quand c'était les caméras fixes près de l'arrivée, quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. C'est pas digne d'une course avec une telle start list. Et pourtant, c'est pas forcément visiblement très représentatif de l'organisation, qui est plutôt bonne selon les coureurs qui sont concernés, hein, puisqu'on a notamment eu un interview d'un coureur de chez... voilà, que j'ai perdu le nom de l'équipe. Novo Aidez-moi, Nordisk. Voilà, Novo Nordisk, voilà, qui disait Nicolas que... Lefrançois. Voilà, qui disait que justement, bah, au niveau de l'organisation, c'était de mieux en mieux et que ça se passait plutôt bien. Ouais, mais là, Voilà. tu parles d'un coureur qui a le niveau d'un coureur de DN2. Forcément, pour lui, l'organisation du Tour de San Luis, elle est exceptionnelle. Alors, on espère Enfin, qu'il n'écoute pas. Mais- Ouais. C'est méchant, J'avoue. mais- Non, mais enfin, Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où il a pas, enfin, il a pas d'autres courses où il y a une aussi grosse start list, donc une aussi grosse couverture médiatique normale. Ouais, il n'a pas d'éléments de comparaison non plus. Ouais. C'est ça, voilà. Ouais, d'ailleurs, ça m'a bien fait rire, d'ailleurs, quand t'as résumé la course, t'as dit la démonstration de Sepulveda, c'est con pour lui qu'il y ait personne qui était là pour la regarder, parce que sur le coup, les rares fois où il brille, quoi, on comprend rien à ce qui se passe, quoi. Enfin bon. Quelque chose à rajouter sur le Tour de San Luis qu'on n'aurait pas abordé, peut-être? C'est un peu une foutage de gueule les motos parce que ce qui coûte cher c'est l'hélico, c'est pas les motos sur place en fait. C'est de faire le lien avec l'hélico, donc il pourrait rajouter 2 motos, surtout qu'il y a 3 tonnes de motos autour des coureurs à chaque fois. Pour rajouter 2 caméras, ça coûterait pas Il y a plus même cher. des motos dans le peloton, hein. Je trouve c'est complètement, c'est n'importe quoi ce Tour de San Luis, hein. Au bout d'un moment, la moto était littéralement dans le peloton, hein. J'ai halluciné devant. Enfin bon, bref. Ah si, j'ai vu sur une étape aussi, c'était chez les filles, mais la voiture assistance qui se monte les coureurs dès qu'il y avait 5 mètres d'écart. Ça c'était beau. Ah, ils veulent faire comme le Tour de France, là, donner des indices pour savoir les écarts et tout. Ah, la voiture est passée, il reste plus que c'est 30 surtout secondes. Johan qui tient absolument à ce qu'on parle du cyclisme féminin. Je t'arrête tout de suite. Ouais. Ah non, mais c'était subtil hein, comme Ouais, approche.
Il a Le tenté bravo, la mais non. petite Non, ça attaque passe là pas. en sneaky, mais. Ouais, et si on est généreux, on lui filera 1 minute, on se barrera là, et puis on le laissera tout seul devant le micro là, et il pourra parler 2-3 trucs. On verra bien si on a le temps. Si tu crois, c'est ça. Quelque chose à rajouter sur le Tour de San Luis ou on passe à la magnifique Tropical Amissa Bongo? Ah, pour la plus Parle-nous belle de course cette- de l'année? C'est ça à peu près, hein, la plus belle start list là. Ah bah Fais-nous attention, des vainqueurs incroyables. Donc la Tropicale Amissa Bongo entre le Gabon et le Cameroun, qui s'est déroulée la semaine dernière, comme les autres courses. On a d'abord eu 2 victoires d'Andrea Palini à Lambaréné et Mouila. Puis Adrien Petit qui a fait un petit festival avec 3 victoires entre Njolé, Oyem et Libreville, C'est vraiment pas obligé entrecoupé dire- de la victoire d'Adil Djeloul. Et finalement, un succès d'un quelqu'un qu'on connaît mais qui on pensait plus qu'il savait gagner, Yoeni Utarovic, à Libreville pour l'étape finale. Ce qui donne au classement général une victoire d'Adrien Petit. Donc pour Direct Energy, c'est sa première course chez eux, c'est quand même un bon début. Andrea Palini de Skydive fait 2e, Anthony Delaplace 3e, Tesfom Ogbamariam 3e pour l'équipe d'Érythrée, et Armindo Fonseca de Fortuneo 5e. Je sens que tu t'es régalé quand t'as dit les noms des villes. C'est pour ça que tu les as dit, hein, je pense. Hein. Ah, c'est parce que Médé les a dit, donc je me suis senti obligé. Ah ouais. Et je m'insurge sur la critique discretos sur Utarovic, qui est sans doute un des coureurs qui a été le plus performant l'an dernier, justement pour cette équipe, pour l'équipe Bretagne. L'année dernière, il a fait une bonne saison, Utarovic. Ouais, mais sa dernière victoire remontait à un an sur la Tropicale à Amissa Bongo. Donc, Oui. Bah, j'ai il dit est- qu'il savait plus gagner. Il a fait 2e, 3e sur des classiques. À côté de ça, Ouais, bah, il s'est gagné sur la Tropicale de Samogo, il y en a qui arrivent pas. Hein. Donc ben voilà, une course qui d'année en année, j'ai l'impression que la start list est de moins en moins intéressante, parce que cette année, il y avait, à part 2 équipes françaises et Skydive Dubai, non, Skydive Dubai, ouais. J'ai fait un mix entre Doha et Dubaï, les gars. Donc Skydive Il y avait Dubaï, Funvik. voilà, Oui. il y avait la Funvik, qui s'est pas Voilà. montrée du tout, hein, d'ailleurs. Voilà, ben j'ai l'impression que... si, la Funvik, ils ont fait une 4e place. Donc Ouais. t'appelles ça te montrer, toi. Pour Funvik, ouais. Très bien, très bien. On parle de Euh, présentation Conti Pro quand même. Hein. Oui, voilà, elle a pas vraiment respecté son statut pour le coup. Hein. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est une vraie préparation cette Tropical Missa Bongo? Parce que à part faire du vélo, la concurrence est tellement, on va pas forcément casser du sucre sur le dos des coureurs africains. Il y en a quelques-uns qui sont sans doute très talentueux, mais bon, je suis pas sûr que ce soit forcément une préparation qui soit meilleure que sur le San Luis ou le Tour Down Under. Loin de là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Ninteo? Et Bah, enfin, moi je dirais que de toute façon, une préparation, le but c'est quand même faire des kilomètres, pas forcément d'avoir la plus grosse concurrence. Donc, dans l'absolu, bah, le rôle de la préparation est plutôt rempli. Mais après, c'est sûr que si tu veux un peu te tester par rapport à, par rapport à d'autres qui sont, enfin, pour avoir un minimum de concurrence, c'est pas l'endroit où aller, quoi. Parce que clairement, Direct Energy, enfin, Adrien Petit, quoi, il était quasiment tout seul, quoi. Il y avait quoi? Il y avait Utarovic une fois, mais c'était quand même assez peu, quoi. C'était Paligny, hein, son principal Ouais, opposant. il y avait Paligny aussi. Ouais, Mais qui a d'ailleurs enfin, gagné le classement par 2 étapes, ouais. C'est vrai. Voilà, et 2 étapes aussi, ouais. Comme tu le dis, mais comme tu dis, on peut pas se tester. Se tester par rapport à la concurrence, c'est quand même une des grosses étapes d'une préparation de la saison, savoir ce qu'on vaut à l'instant T, quoi. Là, ils peuvent pas le faire sur la tropicale. ouais, j'ai l'impression. mais comment tu veux qu'ils le fassent? S'ils Mais- sont sur la Missa Bongo, c'est qu'ils n'étaient pas invités ailleurs aussi. Ah, c'est- tu crois pas qu'une équipe comme Fortuneo, déjà, ils étaient à Saint-Louis, hein? Oui, mais il faut bien faire son choix de 8 coureurs et les 8 autres, enfin, même 7 pour la Missa Bongo. 6. Bah, ils peuvent pas, tu peux pas lancer 14 coureurs sur une continentale. Certes. Du coup, ils sont là par défaut. C'est ce que tu dis. Par défaut ou parce que c'est aussi la meilleure façon de se montrer. Tu regardes par exemple Delaplace, Fonseca et Jarier, ils font top 10. Utarovic gagne son étape, donc déjà chez Fortuneo, c'est assez justifié la présence. Après, Direct Energy, ils ont gagné. Petit, il a gagné plus de victoires que dans le reste de sa carrière en une semaine, qui s'en sort pas mal aussi. Pas faux. Et puis Funvik, on a déjà dit, ils étaient pas invités sur San Luis. Fallait bien se recycler. Ouais. D'ailleurs, Petit, qui gagne 3 étapes plus générales. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que Petit, ça peut être fait? Médé nous avait dit sur la présentation des équipes que Petit, c'était pour lui un pur poisson pilote pour Coca. Est-ce que vous pensez pas qu'il va avoir des responsabilités
un peu plus évolué qu'un simple poisson pilote pour Coca, parce qu'on voit qu'il est capable de gagner, certes face à une concurrence moindre, mais Médée, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Je persiste et signe, j'ai pas changé d'avis à cause de la tropicale, même, Ouais. même avec 4 victoires. Enfin, ce serait un non-sens de changer d'avis comme ça. Moi, je te le dis, quand il a Cocard avec lui, c'est l'équipe de Cocard et il sera peut-être leader sur des classiques pavés, mais c'est à peu près tout. Il a eu son opportunité de gagner 4 fois, c'était tout ce qu'il voulait, et maintenant il fait son taf d'équipier, c'est tout. Il sera leader sur le Trobroléon et puis c'est tout. Ouais, oui, il y a ça. Bah, au moins, il a réussi sa saison, hein. 4 victoires sur une saison, ça fait. Je crois qu'il a pas beaucoup de saisons, il a ça hein, comme bilan. Hein. Mais non, je t'ai dit, il en avait 3 jusque-là dans sa carrière. Et puis c'est tout. Ah, je croyais que c'était totalement ironique cette phrase. Ah non, en fait, non, non. Ah ouais, d'accord. Le Trobro, une étape de la Missa en 2013 et prologue du Tour du Luxembourg l'an dernier. Ah oui, bah oui, très bien. Le Tour du Luxembourg, qui était quand même. Bon, il n'y avait pas forcément une énorme concurrence, mais c'est quand même un autre standing. Non, mais l'étape qu'il a gagnée, c'était un prologue, un quintuplé français. Oui, ça je me rappelle, oui, effectivement. Un quintuplé français sur un contre-la-montre, ça te montre le niveau. Avec l'avais déjà Arnaud dit. Gérard, 3ème. Ouais, vous êtes méchant aujourd'hui, hein. Vous, disons que vous avez les dents longues. Hein. Très bien, très bien. Bon, ben, ok. Quelque chose à rajouter sur cette magnifique course quelqu'un que vous avez vu briller? Peut-être un coureur africain que vous avez vu briller. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui va avoir de nom en tête, mais. Bah, si, il y a Abel Allez, Djeloul. vas-y, prononce. Jeloul. Bah oui, Voilà, il a qu'est-ce que gagné vous avez- une étape quand même. Exactement. Est-ce que vous voyez un futur vainqueur du Tour de France en ce coureur? J'aimerais vous entendre là, sur cet homme. Alors, Sur une jambe. il a Alors- 33 ans, donc Ah oui. bah oui, c'est peut-être le futur Perrault, remarque. Ouais, pourquoi pas. Il est devenu professionnel à 32 ans. Ouais. Pour conclure, Ouais. finalement, on est dans les bons timings. Donc, pour conclure le podcast, peut-être revenir sur l'événement un petit peu triste de ce mois de janvier. C'est l'accident qu'il y a eu en Espagne sur les coureurs de la Giant. 6 coureurs Giant qui ont percuté une automobiliste anglaise qui roulait du mauvais côté de la route. Hein. Et donc voilà, 6 coureurs touchés, dont Degenkolb, Chadaga qui a été très gravement touché, gravement. Qui c'est également qui a été touché, il me semble. Barguil. Barguil, ouais, le français également. Bref, qu'est-ce que vous voyez comme impact sur cet accident sur la saison à venir, surtout pour Degenkolb qui est le leader de l'équipe sur les classiques et qui va tout simplement les manquer? Johan? Bah, ça va peut-être laisser la voie ouverte à Alexander Christophe sur pas mal de classiques, dont Milan-San Remo. S'il n'a pas Degenkolb pour le barrer comme l'année dernière, et si Degenkolb n'est pas là sur Paris-Roubaix aussi, ça va peut-être faire une course plus ouverte que l'an dernier. Enfin, comment dire, ça va éviter d'avoir quelqu'un sur qui ça va se focaliser comme Degenkolb, donc ça peut peut-être donner des courses intéressantes. Mais c'est dommage de pas l'avoir quand même. Quoi. Ouais, c'est clair. Parce que l'année dernière, Paris-Roubaix, c'était pas une course intéressante pour toi? Si. Non, mais je veux dire que. Non, mais imagine que l'année dernière, personne n'était focalisé sur lui sur Paris-Roubaix. Si ça commence à être focalisé sur lui sur Paris-Roubaix, cette année, ça se trouve, ça aura une échappée bidon qui sera arrivée au bout ou quelque chose comme ça, donc c'est pas marrant. Effectivement. Des avis sur la saison à venir des Giants là? Est-ce que vous pensez que on va avoir des impacts pas forcément physiques mais aussi au niveau C'est la du... porte ouverte à Samomen. Ah, Bah, ça va pourquoi être pas? chaud ça va être chaud pour Degenkolb. Enfin, Degenkolb, apparemment, il va pas pouvoir faire les classiques, donc ça, c'est une grosse partie de la saison des Giants quand même qui va un peu voler en éclats. Je crois que c'est officiel Et, hein, il participera ouais. pas au classique là. Ouais, je crois que c'est officiel aussi. Et donc je pense qu'il va surtout se focaliser sur le tour, où il aura quand même son mot à dire, je pense. Essayer de gagner des étapes, mais ça reste peu, parce qu'un sprinter, il peut avoir quand même plusieurs pics de forme, quoi. Donc, surtout un sprinter qui est bon sur les sprinter fly. Donc ouais, ça fait un peu mal au cul de perdre son meilleur élément sur les classiques pavés. Surtout qu'on a vu que Degenkolb, en tant que sprinter pur, il est quand même un petit cran en dessous des Ah oui. Kittel ou des Clairement. Greipel, enfin Kittel plutôt maintenant, puisqu'il a fait une saison un peu pourrave l'année dernière. Que Cavendish, ça a toujours été le mec qui était toujours un cran au-dessus et qui arrivait à se sortir sur des profils un petit peu plus accidentés. Ouais, un peu comme ça. Si justement ses courses favorites, il pourra pas les disputer, ça sent la saison un peu pourrave à venir pour lui. Hein. Elle commence très mal et à voir ce qu'elle donnera au final, mais pas sûr que. Enfin, c'est quasiment sûr et certain qu'il n'arrivera pas à y aller ce qu'il a fait l'année dernière, quoi, avec 2 monuments en poche. Ouais, comme ça. c'est le courage à le pas prendre sur Rivals Manager. Voilà. Et- 20 points. Je ne suis pas dans ce cas, donc je salue bien bas tous ceux qui l'ont fait. Je suis désolé pour vous. Voilà. Oh, pas moi. Moi, je suis désolé pour moi. Ouais. Ah, ah mais voilà.
une des victimes collatérales de cet accident. Moi, je voulais juste rebondir. Enfin, il y en a un dont la préparation va être tronquée, c'est Barguil. Les coureurs par étapes ont besoin d'une préparation beaucoup plus développée que les sprinters, les rouleurs ou les punchers. Et là, pour le coup, lui, ça va vraiment l'handicaper. Ouais, ça va l'handicaper sur le mois de mars, qui visait Paris-Nice, etc. Mais après, Ouais, c'est ça. pour le plus long dans la Ouais. saison, il faut pas rigoler quand même. Enfin, le Tour de C'est France, ça va. cassé le scaphoïde, donc il peut toujours faire du home trainer, hein, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas puis la sur, catastrophe. sur le Tour de France, sur les objectifs plus longs dans la saison, je pense que ça n'a aucun impact. Hein. C'est juste à la Ouais, mais rigueur sur ce qui ça aurait arrive là. permis de réussir déjà sa saison avant même le Tour de France, de pas avoir la pression une deuxième année consécutive d'avoir rien fait avant le Tour. Donc ça aurait pu être pas mal. Oui, effectivement, je pense qu'il aurait été d'accord avec toi. Il aurait préféré commencer sa saison sans cet accident. Mais bon, je suis pas sûr que l'impact sur le Tour de France soit Ouais. effectivement. L'impact, il va être minime, je pense. Voilà, si l'impact il y est, c'est comme tu dis, c'est un impact qui peut être à la rigueur morale, quoi, plus que physique. Hein, parce qu'au niveau du physique, c'est quand même assez loin le Tour de France. Hein, il attend de voir venir. Mais justement, l'impact moral risque d'être pire pour Degenkolb parce que se lancer dans un sprint à 70 km/h quand t'as eu une chute comme ça doit pas être simple. Ouais, enfin là, la chute, elle est pas, c'est pas au niveau mental, c'est pas comme si t'avais chuté sur un sprint. Enfin là, Ouais. il est pas responsable de la chute. Non, c'est il est la pas voiture. responsable, mais par contre, il a vu ce que pouvait coûter une chute. Ce qui était pas le cas jusque-là, il avait jamais eu de blessure grave avec ça. Enfin, c'est une chute où il se prend une bagnole. Hein. Je pense pas que ce soit comparable à une chute sur un sprint, quoi. Bah ouais, mais on demande à Jalabert si tu peux pas avoir des graves séquelles avec une chute. tout mais seul. C'était en 93 sur un gros sprint massif sur le Tour de France. Ouais, mais C'est je pas- te dis, c'est pas du justement, fun. sur les sprints du Tour de France, Degenkolb, il risque d'avoir du mal à se remettre en condition et à se dire qu'il faut Il qu'il a- fonce. Il a toujours eu du mal sur les sprints du Tour de France. Hein. Je suis pas sûr que. Moi, je te fais un pari Ah, là après, maintenant que Degenkolb il va gagner le maillot vert. Oh. Non. Alors, Et non, donc, Sagan, va gagner le maillot vert. Sagan décède en mai. Il chute en faisant un wheeling. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, Déjà, juste un il y truc, a la malédiction du maillot arc-en-ciel. Ouais, mais Sagan, il est au-dessus de tout ça. Hein. Ouais, puis la malédiction du maillot arc-en-ciel, elle est. c'est pour les victoires. Sagan, il gagne déjà pas, donc c'est réglé. Non, mais enfin, ça va permettre de relancer à Degenkolb de se fixer un nouveau défi, parce que là, il allait se focaliser sur la saison classique, là, et devoir se remobiliser, et ça peut être un excellent objectif pour lui. Donc s'il y participe, Mais c'est pour ça qu'il va. je le vois le En faire. tout cas, il va essayer de se rétablir dans ce but-là, mais enfin, battre Sagan au maillot vert, genre, alors que Sagan, lui, pour récupérer le maillot vert, il va faire des échappées, etc. Je suis Degenkolb, pas il est capable sûr de que le ce faire. soit. Hein? Il est capable de le faire, mais il grimpe moins bien. Il grimpe moins bien. Il grimpe pas sur la moyenne montagne, il se fait défoncer par Sagan. Qu'en sais-tu? Bah, je veux dire, Sagan En pendant même un moment, temps, quand même, on il n'en essaie sait de faire rien. les Ardennaises. Hein. Il a jamais attaqué en montagne. S'il faut, Cavendish, c'est le meilleur grimpeur du peloton, mais comme il a jamais attaqué en montagne, on le sait pas. Hein. Du coup, Mais ouais, je non, parie c'est pas sur ça, Degenkolb, mystère. vainqueur du Tour. Il avait passé un col à l'époque, c'était en 2009 ou en 2008, pour gagner une étape. Degenkolb, 2012. Il est Et, passé enfin, un col, oui, un col pas il est trop, plus un résistant. col loin de l'arrivée, d'accord. Mais faire comme Sagan, genre sur des gros, enfin sur des étapes genre moyenne montagne, genre des grosses étapes de moyenne montagne, non, Degenkolb il est pas encore, il est Sagan, pas c'est encore le là. mec qui fait 5ème amende. Hein. Ouais, voilà. Ouais. J'avais plus le nom des étapes, mais ouais, voilà. Bon, nous sommes en train de divaguer un petit peu, et puis le chrono tourne, donc là, c'est la fin, malheureusement. Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour le cyclisme féminin, mon cher Johan. Je pense que est-ce que tu m'en Pas grave. voudras? Voilà, je pense que c'est unanime, si personne ne veut parler de ce cyclisme féminin, donc malheureusement. On ce se sera retrouve pour dans ta partie, Johan. Voilà, c'est ça. Non mais Ce sera pour une prochaine fois, on va dire. voilà, quand il y aura à mon avis plus d'actualité peut-être, parce que là le Tour du Saint-Louis féminin et le J'ai Tour le de droit l'honneur de citer un féminin. Bah, au moins pour, je pense, pour le championnat du monde de cyclocross, en parler, au moins. Eh ben, Enfin, c'est pas du cyclisme féminin, je te parle pas, mais je parle du cyclocross aussi, il faudra en parler. voilà, des défenseurs des sous-catégories cyclistes. Ah, je suis Alors. pas un défenseur parce que je regarde pas beaucoup, mais c'est quand même relativement important. On va prendre tellement de haine par rapport à ce qu'on dit là. Théo, Ça les va être- mauvaises ouais. idées en direct, on évite quand même. C'est horrible. Ouais. Mais Bon, non, allez. c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Hein, voilà. Un dernier mot pour conclure le podcast. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à déclarer de particulier? Moi, je veux bien déclarer que toutes les auditrices peuvent m'envoyer un MP sur le groupe Eto. Ça commence à tourner à l'obsession quand même. Ah non, mais Ouais. il tente. Hein, voilà. Surtout les auditeurs Ouais, il court le furet. qui sont inscrites sur le groupe Eto. On a Voilà. deux. Bon allez, il est temps de se dire au revoir.
Salut les gars, à la prochaine. Au revoir. Salut. Ciao.